Imaginez deux personnes au même endroit, exactement au même moment, mais qui vivent deux réalités totalement opposées. Prenez Paris par exemple. Pour l'une, c'est la magie pure. Pour l'autre, un véritable cauchemar. Mais comment c'est possible? C'est ce paradoxe qu'on va explorer ensemble. Alors voilà notre paradoxe parisien. D'un côté, le voyageur A. Pour lui, Paris, c'est la ville lumière, des rues nickel, la beauté à chaque coin de rue, des rencontres sympas, tout coule de source. De l'autre côté, le voyageur B. Au même instant, lui ne voit que le déclin, la crasse, les rats. Il ressent une hostilité, de l'énervement. L'un repart émerveillé, l'autre complètement dégoûté. Pourtant, la ville n'a pas changé. L'heure est la même. Rien de tout ça n'est différent. Alors, la vraie question, la seule qui compte, c'est qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui explique un tel fossé? C'est le mystère qu'on va tenter de percer. Pour trouver un début de réponse, il faut d'abord regarder à l'intérieur de notre propre crâne. Notre cerveau possède un gardien, une sorte de filtre ultra puissant, qui va littéralement sculpter tout ce qu'on perçoit du monde. Tenez-vous bien, chaque seconde, notre corps est littéralement bombardé par plus d'1 million de bits d'informations sensorielles. Tout ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on sent, c'est un véritable tsunami de données en continu. Et sur ce million de bits, notre esprit conscient, lui, il ne peut en traiter que 40. Oui, 40. Ça veut dire que plus de 99,99% de la réalité qui nous arrive est simplement mise de côté. On comprend mieux pourquoi il faut un filtre, et un filtre sacrément efficace. Et ce filtre, il a un nom. C'est le système d'activation réticulaire, ou SAR pour les intimes. C'est un petit réseau de neurones qui agit comme le videur à l'entrée d'une boîte de nuit très sélecte. C'est lui qui se tient à la porte de notre conscience et qui décide. Toi, tu rentres, toi, tu restes dehors. Et le plus fou dans tout ça, c'est que ce videur n'est pas impartial. Son tri n'est pas du tout aléatoire. Le SAR laisse passer en priorité ce qu'on lui a appris à considérer comme important, nos objectifs, nos croyances, notre humeur du moment. En fait, on programme nous-mêmes notre propre filtre. Il nous montre exactement ce qu'on s'attend à voir. Bon, on a vu la partie biologique, maintenant passons à la psychologie. Car une fois que le SAR a fait son tri, notre esprit prend le relais pour en quelque sorte cimenter la réalité qu'il vient de sélectionner. Et ça se passe à travers une sorte de spirale infernale, ou vertueuse, ça dépend. D'abord, l'attention sélective nous pousse à chercher les détails qui confirment ce qu'on pense déjà. Ensuite, la perception sélective nous fait tordre la réalité ou juste ignorer ce qui nous contredit. Et pour finir, la rétention sélective fait en sorte qu'on ne se souvienne que de ce qui nous arrange. C'est une boucle qui se renforce toute seule en permanence. Le grand psychologue Carl Jung avait mis un mot là-dessus, la projection. Et sa phrase résume tout parfaitement. Le monde extérieur devient souvent un simple miroir de notre propre monde intérieur, y compris des facettes de nous-mêmes qu'on ne veut pas voir. Jung appelait ça notre ombre. Ce sont toutes les parties de nous qu'on rejette, qu'on n'assume pas. Et on les projette sur les autres, sur les lieux. Notre voyageur qui ne voit que la saleté et l'hostilité à Paris, eh bien, il est peut-être en train de projeter sa propre colère ou son propre dégoût intérieur sur la ville. Allez, on prend encore un peu de recul. Sortons de la tête pour aller voir du côté de la philosophie, parce que cette idée que la réalité est subjective, ce n'est pas nouveau du tout. Prenez le constructivisme radical. Cette théorie dit, en gros, qu'on n'a jamais accès à la réalité objective. On passe notre temps à construire des cartes mentales pour pouvoir naviguer dans le monde. Aucune carte n'est le vrai Paris, mais la carte du voyageur A et celle du voyageur B sont toutes les deux viables. Elles fonctionnent pour eux, dans leur réalité. Les stoïciens, eux, avaient une approche beaucoup plus pratique. Leur enseignement de base, c'est qu'on ne peut rien faire contre les événements extérieurs, qu'une rue soit sale ou propre, par exemple. Par contre, on a un contrôle total, absolu, sur notre façon d'y réagir. Les stoïciens avaient un mot pour ça, la proairesis. C'est notre faculté de choix, notre tour de contrôle personnel, qui décide comment interpréter ce qui nous arrive. La différence gigantesque entre nos deux voyageurs à Paris, elle ne se joue pas dans les rues de la ville, mais bien là, dans l'exercice de leur proairesis. Tout ça, ça nous amène à une métaphore toute simple, mais que je trouve incroyablement parlante et qui résume parfaitement cette idée de choix. C'est la métaphore de la mouche et de l'abeille. Dans un même jardin, rempli de fleurs magnifiques et de quelques détritus, la mouche ne trouvera que les ordures. Elle ne saura même pas qu'il y a des fleurs. L'abeille, à l'inverse, ira directement butiner le nectar et ignorera complètement la saleté. Elles ne vivent pas dans le même monde alors qu'elles sont au même endroit. Alors forcément, la question qui vient juste après, c'est est-ce qu'on peut changer? Est-ce qu'une mouche peut apprendre à devenir une abeille? Et là, la réponse des neurosciences est un grand oui. Des pratiques toutes simples, comme la gratitude, ne sont pas juste des pensées positives un peu naïves. Elles peuvent physiquement, matériellement, recabler notre cerveau. En gros, voilà ce qui se passe.
Pratiquer la gratitude libère de la dopamine et de la sérotonine, les fameuses hormones du bien-être. Ça calme notre centre de la peur, l'amygdale, ce qui nous rend moins réactifs au stress. Et ça muscle notre cortex préfrontal, la partie du cerveau qui nous aide à gérer les émotions négatives. Bien sûr, ce n'est pas un coup de baguette magique, c'est un entraînement. Mais les résultats sont là. En quelques semaines, de nouvelles connexions se créent. Au bout d'un mois, l'anxiété peut déjà diminuer. Et après 3 mois, on parle de changements durables dans la structure même du cerveau. Un nouveau réglage par défaut s'installe. Mais attention, soyons très clairs, le but ce n'est pas de tomber dans la positivité toxique et de nier les problèmes. Les rats à Paris, ils existent, c'est un fait, les cathédrales aussi. La question n'est pas d'ignorer une partie de la réalité, mais de choisir consciemment la partie sur laquelle on va porter notre attention, celle qu'on va décider d'amplifier. Et tout ça nous ramène à cette idée centrale, fondamentale. Le monde est une seule et même scène, mais chacun suit sa propre trajectoire à l'intérieur. Chacun de nous vit la réalité qui correspond exactement à son état d'esprit et à l'expérience qu'il ou elle est censé vivre. Au final, le monde fonctionne comme un immense miroir. La seule question qui vaille, c'est donc de savoir ce qu'on choisit de présenter face à ce miroir, et quel reflet il nous renverra en retour.